Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre opinion sur Canal Kin Télévision qui revient sur la situation politique en République démocratique du Congo, le rapport mapping mais aussi l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons justement avec madame Candide Okeke qui est vice-présidente nationale de la PARECO présidée par Honoré Mbanda Nzamboko Atumba. Madame Candide, bonjour. Bonjour Monsieur Kalonji, merci pour l'invitation. Bonjour aussi bien sûr à tous les téléspectateurs de Canal Kin qui nous suivent en ce moment. Alors, une première question sur la vie politique en RDC. Quelle est votre lecture par rapport à la constitution actuelle de l'Union sacrée pour la nation? Pensez-vous que le président de la RDC, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, réussira-t-il à faire basculer la majorité qui hier était pratiquement entre les mains de Joseph Kabila avec le FCC? Je pense, M. Kalonji, que cette union sacrée, comme vous l'appelez, n'a de sacré que son nom. Et la lecture que nous faisons un peu de ce qui est en train de se passer là en République démocratique du Congo, on a quand même l'impression que les Congolais passent d'illusion en illusion. On est passé d'une transition à des coalitions, à encore cette union sacrée. Ça donne vraiment l'impression qu'on essaie de faire à chaque fois du neuf avec du vieux. Et ce sont les mêmes acteurs qu'on continue à voir évoluer dans cette sphère politique de la République démocratique du Congo. Malheureusement, les résultats, il n'y en a pas. Hein, au bout de 2 décennies, il n'y a qu'à écouter la population. On a bien compris que la République démocratique du Congo ne fait que s'enfoncer un peu plus au fil des années. Et donc forcément, parler d'une majorité que Félix Tshisekedi ferait basculer. Écoutez, il faut essayer de se rappeler d'abord comme de la manière dont ces personnes sont arrivées au poste qu'elles occupent aujourd'hui. Hein. Il y a eu un semblant d'élection et ces élections étaient boutiquées complètement par les occupants, donc à travers celui qui se fait appeler Joseph Kabila. Et partant de là, vous pensez bien que toutes ces personnes nommées, à vrai dire, comme lui-même Félix Tshisekedi, ne sont pas là pour répondre aux attentes de la population. Donc si la population aurait aimé qu'il y ait un changement, mais avec cette équipe-là, c'est impossible. Leur agenda, leur feuille de route est fixée par leurs mentors, hein, qui sont pour la plupart à l'extérieur des frontières de la République démocratique du Congo. Quelques-uns sont représentés là, bien sûr, comme je vous ai dit, avec des gens comme celui qui s'est fait appeler Joseph Kabila. Donc, évidemment, quand, par exemple, M. Félix Tshisekedi, en s'adressant aux députés qu'il a réunis pour constituer cette union et qui leur dit, oui, vous n'avez trahi personne, bah oui, personne, ils n'ont trahi personne, lui non plus, puisqu'ils sont tous en train de représenter la même équipe, c'est-à-dire celle qui reste coachée à distance par M. Kabila, ou si ce n'est pas M. Kabila, c'est par Paul Kagame. Donc toutes ces personnes-là représentent des intérêts qui ne sont pas les intérêts du peuple congolais. Alors, donc forcément, je ne pense pas que c'est qu'il y ait une quelconque forme de réussite qui puisse être issue de ce qu'on voit là. Et d'ailleurs, quand on parle d'union sacrée, il suffit de se rappeler aussi de ce que le père de Félix Tshisekedi a fait il y a quelques années, dans les années 90, quand Etienne Tshisekedi a lui aussi constitué une union sacrée. Alors dedans, en lingala, on pourrait dire, et donc on trouvait de tout, hein, Bangando, Banyoka, Basoso, Bamboa, Mabatanyos, et Sikamoko. Hein, donc y compris les Mouboutistes, il y avait tout, une espèce de pot pourri. Et évidemment, c'est le genre d'union, c'est le genre de structure qui comporte en elle-même les germes de leur propre destruction. Et donc elles sont appelées à imploser. Donc celle qui vient de se constituer sous nos yeux est appelée à imploser, comme celle qui a eu il y a quelques années, et d'autant plus que celle-ci est constituée dans un contexte encore plus préoccupant, puisque nous sommes dans un pays occupé. Et donc forcément, on a un peu toutes les tares de l'époque, en plus de tout ce que peut représenter comme
comme handicap le fait que le pays soit occupé. Donc là, quand on regarde cette classe politique, on se rend bien compte aussi que c'est en réalité une forme de blanchisserie qu'on nous a installé là, et en plus avec des acteurs qui sont plutôt motivés par une espèce de course à la mangeoire. Donc les 80 millions de Congolais qui sont là, qui ont des attentes, n'ont rien à attendre de ces gens-là. Et d'ailleurs, notre population devrait plutôt se poser la question de savoir pourquoi c'est toujours ces mêmes personnes qui doivent forcément occuper notre espace politique. Il y a 80 millions de Congolais, donc a priori il devrait y avoir 80 millions d'options. Quand même, pourquoi ce sont toujours les mêmes? C'est bien parce que le pouvoir a été confisqué en République démocratique du Congo. On a des acteurs politiques aujourd'hui qui ne sont pas là pour répondre aux attentes de la population. D'ailleurs, elles ne le représentent même pas, puisque la population ne les a pas choisis. Donc, à vrai dire, ce que nous voyons là, je pense que c'est vraiment une chronique d'un échec annoncé, et il n'y a rien à attendre de cela. Voilà, ce que Félix Tshisekedi essaie de mettre en place là, en réalité, c'est une forme de renaissance pour le FCC, FCC Cash, qui essaye à tout prix de survivre malgré les pressions extérieures qu'ils n'arrêtent pas de subir, mais c'est toujours la même équipe. Voilà ce que je peux en dire en quelques mots. Merci. Et quel est le point de vue de l'APARECO sur le choix de l'informateur en la personne de Modeste Bahati Lukwebo? Concernant le choix de l'informateur, M. Kalonji, ce que je peux vous dire, c'est que comme vous le savez, l'APARECO ne reconnaît pas ces institutions. Nous considérons que le pays est occupé. Donc nous pensons bien entendu que ces institutions-là ne pourront rien apporter comme solution réelle aux attentes des Congolais, notamment par rapport à la libération du pays. Donc nous n'avons pas l'habitude de rentrer dans ce type de débat juridique, puisqu'on considère que ceux qui sont là, ce qui a été mis en place là n'est ni légal ni légitime. Et voilà, maintenant, allez, si je peux me permettre un petit commentaire par rapport à cette espèce de changement qu'on essaie de voir là. Un changement que Félix Tshisekedi essaye de mettre en place à travers cet informateur, Monsieur Bahati Lukwebo. Écoutez, quand on regarde Monsieur Bahati et qu'on voit Monsieur Ilukamba de l'autre côté, on se rend compte que finalement, oui, écoutez, rien n'a changé. Je vous disais tout à l'heure, on passe d'illusion en illusion. Les deux sont des kabylistes patentés. Donc c'est comme si on déshabillait Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Voilà, il n'y a aucun espoir de véritable changement. Et donc ça fait 20 ans que ça dure. On est en train de voir toujours les mêmes personnes qui échouent. On passe de recyclage en vagabondage ou en transhumance. Voilà ce à quoi on assiste là. Donc prendre M. Bahati Lukwebo comme informateur en essayant de faire croire à l'opinion qu'on est en train d'opérer un changement, je ne sais pas qui va vraiment croire ça. Essayez de creuser le background de M. Bahati, vous saurez que c'est quelqu'un qui reste profondément lié à celui qui se fait appeler Joseph Kabila. Si on vous dit le contraire, écoutez, attendez, dans quelques temps, vous allez voir. Voilà la réalité, malheureusement. Mais bon, avec Félix Tshisekedi, ce n'est que normal. Maintenant, ceux qui n'y croient pas maintenant, attendez voir dans les jours à venir. Votre point de vue par rapport à cette actualité, la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais, confirmée d'ailleurs par les rapports des experts des Nations Unies, bien que Kinshasa garde silence sur ces dossiers, mais quelle est votre lecture par rapport à ça? Pourquoi cette armée rwandaise est sur le sol congolais et que faut-il faire finalement? C'est quand même malheureux de se rendre compte que pour qu'on prenne en considération le fait qu'effectivement l'armée rwandaise est en République démocratique du Congo, il faut absolument qu'il y ait des experts de l'ONU qui le disent. C'est quand même malheureux qu'apparemment il y a une frange de l'opinion ou parmi les journalistes qui le prennent en considération que parce que ça a été dit par RFI ou par un média belge, etc. Mais non. Écoutez, je pense que là aujourd'hui, la majorité des Congolais en République démocratique du Congo et même nous qui sommes à l'extérieur, nous savons très bien depuis longtemps que l'armée rwandaise est bien
en République démocratique du Congo, que notre armée, notre police sont infiltrés. Vous savez bien que depuis Sun City au moins, il y a eu une espèce, enfin, le fait que la vice-présidence de la sécurité et défense ait été confiée à quelqu'un comme Azarias Ruberwa, ça a permis justement que cette infiltration massive de militaires rwandais au sein de notre armée notamment. Et avec les opérations de brassage, de mixage, etc. Ça a permis justement ça, quand on voit ce que les personnes que Joseph Kabila, enfin celui qui se fait appeler Joseph Kabila, a nommé comme des Bosco Tanganda, qui une fois arrivé à la CPI a reconnu lui-même qu'il était rwandais. Vous savez très bien que ce tandem-là, Kabila, Azarias Ruberwa, a largement contribué à ce que notre pays puisse être infiltré largement par cette armée rwandaise. On compte plus, enfin, il y a des documents, toutes les preuves sont là, et il suffit d'écouter aussi la population à l'est du pays. Hein, les victimes connaissent bien l'identité de leurs bourreaux. Je pense que des gens comme Denis Mukwege qui soignent les victimes aussi pourraient vous en dire quelque chose. Donc voilà, c'est un fait. Et d'ailleurs, ces experts de l'ONU vous ont dit, c'est pas d'aujourd'hui, hein, que le constat qu'ils ont relevé, particulièrement, c'est pas seulement que ces nouvelles troupes rwandaises seraient arrivées là ce mois-ci, c'est au moins depuis plusieurs mois que ces gens nous ont à nouveau infiltrés, en plus de ceux qui sont là déjà, parce que c'est ça la réalité, c'est que les Rwandais qui sont déjà en place font en sorte que d'autres Rwandais puissent venir augmenter le nombre de ceux qui sont déjà là. Donc, notamment, en tout cas, pour ce qui est des militaires. Donc, c'est un secret des polichinelles, en fait. Aussi bien la communauté internationale que les Congolais eux-mêmes, et encore plus ceux qui sont au pouvoir en ce moment, savent très bien que notre pays est infiltré. Et ce qu'on peut noter, et ce qui est vraiment malheureux, c'est quand même aussi cette forme d'hypocrisie que l'on note, notamment auprès des parlementaires congolais. Il y a quelque temps, le débat de Minembwe les a un peu réveillés de cette espèce d'indifférence ou de léthargie. Mais là, tout d'un coup, depuis qu'on nous parle de la présence de troupes rwandaises, vous les entendez plus. Hein. Ils sont plus préoccupés par qui occupera quel poste ou je ne sais où, ou qui touchera combien par rapport au fait qu'il retourne sa veste. Et on les entend pas sur des faits aussi graves, surtout quand on voit toutes ces images dont on est en train d'inonder les Congolais avec des personnes décapitées, des Congolais qui se font massacrer. Hein, comme par hasard, vous notez bien, au moment où on vous parle d'une recrudescence de la présence de l'armée rwandaise à l'Est notamment, ben voilà, on note aussi une augmentation des tueries, etc. Donc ce n'est pas un fait du hasard. Alors on aurait aimé effectivement, dans un pays normal, forcément, entendre un peu plus les soi-disant élus. Hein, quand on vous parle de la présence de troupes étrangères, normalement ils auraient dû réagir, mais en réalité, cette omerta est justifiée par le fait que l'armée rwandaise entre en République démocratique du Congo avec l'accord des autorités en place. Hein, donc ça s'appelle de la trahison, tout simplement, hein, de la haute trahison. Et ils ne peuvent pas piper mot parce qu'en réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont tous été nommés, ils sont tous choisis, hein, ils sont là avec l'accord des gens comme Paul Kagame. Donc évidemment, ils ne peuvent pas dénoncer trop ouvertement ce qui est en train de se passer. Hein. Vous avez bien vu quand les Congolais ont voulu aller manifester devant l'ambassade du Rwanda, ce qui s'est passé. On vous a parlé de Covid, mais quand il se passe d'autres activités qui impliquent ces soi-disant élus, là on ne se rappelle plus du Covid, hein, depuis quelques temps. Donc il y a bien une volonté de taire, en tout cas de la part de ces autorités-là, il y a une volonté claire de taire l'occupation en cours en République démocratique du Congo, donc avec cette présence des troupes rwandaises. Alors, par rapport à votre question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, écoutez, moi je vous renvoie à la proposition du président national de la PARICO, les 7 mesures hein, qui sont sur notre site internet, et puis en tout cas on a pu en parler un peu largement, on pourra toujours revenir dessus, parce que jusque-là en 20 ans, les Congolais ont essayé un peu toutes les recettes qui leur ont été servies par des personnes en réalité qui n'avaient pas spécialement intérêt à ce que la situation change. Alors nous,
nous qui nous battons, nous de la résistance qui nous battons depuis des années et qui avions d'abord toujours dénoncé le fait que le pays est occupé, pendant que d'autres se gardaient bien de le dire, évidemment, puisqu'ils s'en accommodaient. Donc nous qui proposons ce que tout le monde commence à reconnaître maintenant, enfin, c'est-à-dire que nous proposions une solution pour lutter contre cette occupation. Nous demandons depuis quelques années là déjà que la population se mette en marche pour une véritable révolution. Et pour ça, c'est-à-dire nous, en ce qui nous concerne, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre issue, et il faut une véritable révolution menée par la population et qui sera rejointe par l'armée et la police, comme ça a été fait, comme on a pu voir dans d'autres pays, même quand ils n'étaient pas occupés, mais en tout cas pour qu'il y ait un vrai changement, il faut cette révolution populaire. Et c'est ce que nous avons essayé de détailler dans les 7 mesures. Et donc voilà, notre proposition est sur la table. Les Congolais peuvent aller les consulter, nous contacter, essayer de rentrer dans les réseaux de la résistance pour voir justement comment on met ça en place, parce qu'il y a des choses non plus, on ne peut pas non plus forcément parler en public, mais il y a quand même un détail au moins, comment dire, il y a les 7 étapes que nous préconisons pour mettre fin à la situation actuelle. Hein. Donc tout le monde, enfin on se rend compte que beaucoup de nos compatriotes continuent à contourner cette solution, mais nous pensons que c'est la seule qui soit. Et de toute manière, puisqu'ils ont tout essayé pour l'instant, il serait temps d'essayer peut-être enfin ce que nous proposons et qu'ils n'ont pas encore tenté avec nous. Mais quel est votre regard, je parle de la PARECO, quel est votre regard sur ces rapports mapping, l'interpellation de Roger Lumbala justement à Paris, mais aussi la justice transitionnelle telle que souhaitée, voulue par le prix Nobel, le Congolais Denis Mukwege? Concernant le rapport mapping, écoutez, nous ne pouvons que saluer le fait qu'il commence enfin à y avoir peut-être des petites avancées sur l'exploitation de ce rapport. Parce que nous avons toujours demandé depuis le début justement que justice puisse être rendue pour les victimes. Donc nous saluons l'esprit du rapport, puisqu'elle tend justement à rendre justice aux victimes, aux nombreuses victimes. Mais ce que nous regrettons, c'est quand même cette forme de volonté, enfin apparente quand même, de ne pas aller au bout des choses. Alors ça se manifeste comment? On tait les noms des auteurs, on saucissonne un peu le rapport, parce qu'il n'est pas complet, hein, comme vous le savez, il ne comprend que la période qui va de 1993, comme on dit à Kinshasa, et 2003. Donc quand on voit ça, on se dit qu'est-ce qu'on fait des autres années, parce que depuis 2003, il y a eu des pillages encore, et les massacres continuent. Donc voilà, on fait quoi de tout ça maintenant? Donc nous saluons la volonté de rendre justice aux victimes, surtout que ce sont des victimes quand même de crimes contre l'humanité, voire de génocide. En tout cas, nous considérons qu'il y a un génocide en République démocratique du Congo. Mais c'est pas normal que ce ne soit pas complet, et que en plus, ceux qui sont condamnés plus facilement ou stigmatisés, ce sont les Congolais, une fois de plus. Hein, c'est ce qu'on constate un peu au niveau de la justice internationale, avec la CPI aussi et tout. Pendant que les autres criminels étrangers restent tranquillement dans les bureaux climatisés ou les hôtels en Europe, au Rwanda, en Ouganda. Voilà, il y a comme une forme d'impunité qui est entretenue, surtout quand on sait que par rapport même aux incidents qui sont relevés dans le rapport actuel, on voit bien, et surtout même pour ceux qui suivent quand même l'actualité dans ce domaine-là, on sait très bien que ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, c'est que ce sont les mêmes criminels qui continuent à tuer, à violer, à piller depuis plus de 2 décennies. Hein. Donc il y a comme ça, c'est l'impunité qui tue déjà en République démocratique du Congo. Donc c'est pas normal que les choses se passent de cette manière-là. Donc du coup, on peut quand même se poser des questions sur la volonté d'aller vraiment jusqu'au bout. Est-ce que tout ça, ça pourrait pas être aussi une espèce de poudre aux yeux? Est-ce que tout ça va vraiment aboutir?
hein, parce que bon, même le choix des personnes que l'on arrête, là, comme dans le cas de Roger Lumba, là, on se dit, bah oui, Roger Lumba, là, pourquoi pas, enfin, de toute manière, c'est normal, c'est bien qu'on l'arrête, mais en même temps, on se dit, bah, il y a des criminels qui sont encore en train de tuer en ce moment. Eux, on les laisse dans la nature et puis on se précipite peut-être plus vite vers ceux qui sont déjà, enfin, qui sont un peu moins actifs. Donc, c'est quand même pas normal pour les victimes. Elles ont besoin d'être soulagées, là, surtout. Et donc, c'est pas normal, hein, que des gens comme Kagame, Roubaix Roy, toute la bande là de l'FDL, CNP, pardon, RCD, et tout ça. Donc, toutes ces personnes-là sont encore comme ça dans la nature, ce n'est pas normal. Donc il faut absolument rester vigilant sur ce qui va se passer réellement, mais il va de soi que si nous avions un gouvernement qui représentait réellement les Congolais, tout ça irait sûrement beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt justement à ce que les choses changent plus vite chez nous, et parce que les victimes seront sûrement soulagées plus tôt, et puis on évitera surtout qu'il y ait encore d'autres victimes. Donc aujourd'hui, oui, nous saluons ce qui a été fait là, et surtout, on va voir, hein, bon, en tout cas avec ce qui a été amorcé, surtout dans le cas de Roger Lumba, là, on sait qu'il a été envoyé parce que les mêmes experts, enfin d'autres experts de l'ONU ont quand même établi un rapport qui dit aussi que dans le cas de Lumba, là, il a été mandaté par certains partis politiques en République démocratique du Congo, hein, on peut en parler, c'est l'UDPS qui a été cité, hein, dans un des rapports de l'ONU, dans le cas de Lumba, là, et donc voilà, ça pourra peut-être aider à apporter certains éclairages, hein, puisque maintenant on crie, enfin ceux qui sont là, donc les représentants de l'UDPS qui sont entre guillemets au pouvoir, parlent d'état de droit, etc. Tout ça, bon, on va voir comment ils vont arriver à appliquer ce qu'ils disent pour une fois. Et donc voilà, en tout cas, ça permettra peut-être qu'enfin qu'il y ait des éclairages sur des questions qui sont escamotées chez nous. Hein. Une fois que la justice est rendue plutôt à l'extérieur, on pourra peut-être voir un peu plus clair, et peut-être, qui sait, certains bourreaux des victimes congolaises pourront enfin avoir ce qu'ils méritent. Est-ce que la PARECO soutiendra-t-il le président Félix Tshisekedi dans sa démarche de lutte contre l'impunité, notamment la mise en place d'une justice transitionnelle en République démocratique du Congo? Il l'a repris d'ailleurs dans plusieurs de ses discours. Je pense que si effectivement Félix Tshisekedi mettait réellement en application sa démarche de lutte contre l'impunité, oui, la PARECO pourrait effectivement le soutenir, mais à une condition importante, qui serait qu'il commence par appliquer cette requête de justice à lui-même. Et oui, il se dit garant de la nation, et aujourd'hui, chacun a pu constater qu'il a été quelque part le premier de la nation à ne pas avoir respecté la justice. Hein, on ne compte plus le nombre de fraudes, de mensonges, etc., qui entourent sa personne. Alors, donc voilà, comme je vous dis, la PARECO pourra le soutenir à condition qu'il s'applique d'abord cette requête à lui-même. Et là, oui, on verra. Mais bon, comme vous le savez, dans le cas de Félix Tshisekedi, ses promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc nous restons très sceptiques quant à cette démarche, quant à l'application de cette démarche par Félix Tshisekedi. Une question précise, est-ce que M. Honoré Mbanda Nzamboko Atumba est-il cité dans ces rapports mapping? Monsieur Kalonji, normalement, vous ne devriez pas me poser cette question. Et oui, parce que le rapport mapping couvre la période de 1993 jusqu'à l'année 2003, comme vous l'avez relevé. Le président de la PARECO a été conseiller spécial du maréchal Mobutu durant la période 93 jusqu'en 1997. Oui, jusqu'à la chute du gouvernement de Mobutu. Et durant cette période, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui avaient changé avec la transition, etc. Et donc, contrairement à ses prédécesseurs, les autres conseillers spéciaux, lui, les services ne dépendaient pas de lui. Et pendant cette période qui concerne le rapport mapping, sous le régime de Mobutu, donc de 93 jusqu'à 97, les services, d'abord on a eu au moins deux premiers ministres, M. Birindwa
Monsieur Kengo et à la fin Monsieur Likulia. Et donc ça faisait donc des gouvernements avec évidemment tous les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense, etc., à qui il faudrait aussi s'adresser. Notamment donc Monsieur Kengo avait nommé à la tête des services Monsieur Chimbombo. Durant toute cette période-là, donc de 93 jusqu'à 97, les services dépendaient, les services dépendaient donc du Premier ministre et en se référant au rapport mapping, bon, je vous dis, vous pourriez le lire, vous verrez, il y a des incidents qui sont relevés et qui touchent la DSP ou la garde civile. Et par exemple, ces structures-là dépendaient, elles, du ministère de la Défense. Donc, par rapport à ce qui est contenu dans le rapport mapping, j'ai pris le temps de lire, je vous recommande de le lire aussi, vous verrez que le conseiller spécial, par rapport à ses activités et vu le contexte, n'est pas concerné par les incidents qui sont relevés dans ce rapport-là. Donc, pendant cette période-là, les personnes à qui il faudrait peut-être demander des précisions sur ce qui s'est passé, eh bien, écoutez, il y a eu, donc je vous rappelle, donc le gouvernement de Kengo, le gouvernement de Birindwa, le gouvernement de Monsieur Likulia, et puis ben voilà, il y a eu plusieurs personnes qui étaient là à la tête des services, etc. Donc vous pouvez vous adresser à eux au niveau de la défense. On a eu aussi l'amiral Mavoie, tout ça. Donc voilà, donc il y a plusieurs personnes, et au niveau de la justice, vous aviez Monsieur Chiboabwa Achilapachi pendant quelques temps, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a plusieurs personnes à qui il aurait fallu poser des questions. Il y en a qui malheureusement qui sont décédées, mais il y en a plusieurs qui sont encore vivantes. Donc vous pouvez vous adresser à elles, et justement il faudrait peut-être commencer à rompre avec une espèce de fantasme, mine de rien, qui habite beaucoup de Congolais, concernant cette période-là de la Deuxième République et ce qui s'est réellement passé. Alors, le rapport mapping, vous faites bien de relever, il y a des incidents qui ont été répertoriés là-dedans. C'est peut-être l'occasion justement de lever certains équivoques. Et là, je viens déjà de vous donner certains aspects qui montrent que effectivement, il faudrait peut-être faire preuve de plus de rigueur dans la façon de rechercher un peu la vérité dans ce qui s'est passé réellement sous la Deuxième République. Honoré Ngbanda n'était pas partout, il n'était pas à la fois ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, etc. Et en plus, non seulement on lui impute des fois des choses qui sont passées dans le secteur de la sécurité, à tous les postes, comme je viens de relever là, mais en même temps, on a l'impression que dès qu'il s'agit même de gabégie financière ou de tout ce qui a pu se passer sous Mobutu, on a toujours tendance à se référer à M. Honoré Ngbanda. Mais il serait temps peut-être de changer, je viens de vous dire là, il y a eu quand même plusieurs premiers ministres, des gens qui ont géré le patrimoine de la RDC. Vous avez encore M. Tambwe Mamba qui a fait aussi partie des gens qui ont géré le patrimoine de la RDC. Donc vous pourriez vous adresser plus régulièrement à toutes ces personnes-là pour ne fût-ce que connaître la vérité sur leur vérité aussi, sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième République et peut-être sortir aussi de cette forme d'espèce de fantasme qui habite souvent beaucoup de Congolais concernant le président de la Pareco. Donc il y a des personnes qui ont travaillé sous ses ordres, il y a des personnes sous les ordres desquelles lui il a travaillé. Toutes ces personnes comme Okolo ou des Atundu sont avec vous là-bas. Vous pourriez leur poser des questions s'il y a des ordres que eux lui ont donnés pour commettre des exactions ou si c'est lui qui a donné des ordres pour commettre des exactions. Toutes ces personnes sont là à l'intérieur du pays et le courage et cette volonté peut-être d'aller lever tous ces équivoques et ne vous cantonnez pas à tout ce qu'on peut colporter par-ci par-là par des personnes qui sont peut-être des fois mal intentionnées concernant le président de la Pareco, ou des personnes qui sont juste ignorantes. Donc voilà, il faudrait peut-être faire un peu cet effort-là. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a eu les rapports de la CNS, il y a eu concernant le président de la Pareco, concernant ses biens, il y a eu aussi une enquête du juge Ley, c'est un juge belge, et toutes ces enquêtes-là, au niveau de la CNS par exemple, il n'a même pas été convoqué, que ce soit pour la commission des biens mal acquis,
ou la commission des crimes, il n'a même pas été convoqué parce que les dossiers qu'ils avaient, il n'y avait rien par rapport à lui. Hein. En tout cas, il n'y a pas eu suffisamment pour que on puisse en arriver là. Donc, ça veut dire, sachant que pendant cette période-là, les personnes qui quand même menaient les enquêtes n'étaient pas des personnes qui étaient favorables à Mobutu, et encore moins au président de la Pareco. Concernant la justice belge, ils ont mené une enquête par rapport à ses biens, etc. Ses comptes étaient bloqués, mais à la fin, tout lui a été remis parce que, écoutez, ils n'ont rien trouvé par rapport à ce qu'il avait, par rapport à ses activités qui pouvaient être répréhensibles. Mais où était M. Honoré Ngbanda pendant cette période d'enquête de 1993 à 2003? Honoré Ngbanda était où exactement? Il y a beaucoup de gens qui sont encore vivants, qui sont concernés par tout ce qui a pu se passer sous la Deuxième République, et particulièrement donc dans la période qui est couverte par le rapport Mapping. Bien entendu, le rapport Mapping, comme vous l'avez rappelé, va de 93 jusqu'à 2003. En 97, donc, le gouvernement de Mobutu était tombé. Donc, le président de la Pareco est allé en exil. Ce qui s'est passé après 97, là, bien évidemment, vous devez vous adresser à tous ceux qui étaient arrivés avec l'AFDEL, etc., et qui sont avec vous, pour la plupart, pour leur poser des questions. Hein. Donc, maintenant, c'est la période à laquelle vous faites allusion, donc le moment où le président de la Pareco était conseiller spécial. Comme je viens de vous le rappeler là, c'était une période où l'UDPS, par exemple, a pu à des moments aussi avoir beaucoup de cadres de l'UDPS, quelques cadres en tout cas de l'UDPS ont pu accéder à certaines responsabilités. Donc voilà, vous êtes la période actuelle, elle est propice pour que toutes ces personnes-là puissent aussi donner leur part de vérité, faites vos investigations, mais le rapport Mapping, mais écoutez, a priori, cette période-là, en tout cas, le président de la Pareco, il était conseiller spécial, il travaillait à la présidence, et il n'y avait aucun des services qui dépendaient de lui. Voilà. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Madame Candide, votre dernier mot. Mon mot de la fin sera celui-ci. Je m'adresse donc à mes frères, mes compatriotes congolais et congolaises. Mes chers frères et sœurs, boyebisa biso nani eloko nini biso ba résistant il fallait toyebisa bino o toyebisi bino te. Toyebisa bino ke mboka eza na maboko ya bapaya, mboka eza occupé. Bomoni yango ba Rwandais baza wana partout, ba Ougandais pe epai, bandeko na biso na est bazolela tous les jours, ba photo ba image ya bibembe ba vidéo ezo circuler partout. Muto ayebi te ke na Congo bazoboma bato ekomi lokola abattoir moko boye, c'est que peut-être nayebi te. Hein? Mais bino nyoso boyebi situation toza nango. Donc situation est grave. Ce tokomi na niveau que tokomi ko lokota bibembe ndenge tokomi ko lokota na, c'est que situation est grave. Le monde ne va pas nous attendre biso ba congolais to la mukaso to si sakola la tsoki ndenge nini tout ça parce que ba richesse toza nango ezo pesa mokili mobimba vertige. Bato mingi basi batelemi basi bakoteli biso bazoluka babotola biso mabele pona kokoka ko exploiter ba minerais na biso ba richesse na biso ndenge bango balingi. Bato wana baza na tina na biso ba congolais te. Bazana besoin mabele na biso balinga Congo mais balinga mingi parmi bango balingi Congo mais balingi ba congolais te. Donc to milela te soki ndenge nini to zwa kaka il faut prendre acte de ça et agir en fonction. Voilà ce que nous devons faire. Biso la résistance to yebisi bino boye. Na situation toza nango na mokili mobimba mboka mbonko te batikala ko libérer ngo na ba élection. Soki mutaye ko beta bino masolo ba élection na minute oyo boye bakaza mutalo kuta. Ndenge bakosa ki bino na 2006, na 2011, na 2018 que boko changer situation na ba élection eloko moko te. Mboka situation toza nango ba libérer mboka na ba élection te. Pouvoir eza confisqué par bapaya na ba collabo na bango bazo saela bango bakotike la bino jamais bino bana mboka bo récupérer pouvoir wana. Pour récupérer en nzele ezali kaka moko. Il faut qu'on kende na soulèvement populaire yango tozo ebisa bino. Bo rejoindre ba résistants, boko na réseau ba résistance pour expliquer bino ndenge nini eloko wana il faut to sala yango. Solution toza nango kaka moko et le temps presse bandeko na ngai. Hein? Boye ba pe eloko mususu. Quand on doit emprunter une route périlleuse, hein, une route dangereuse. Quand vous montez dans un véhicule et que vous êtes dans cette situation-là, vous n'allez pas prendre le moins expérimenté de chauffeur ou quelqu'un qui n'a même pas son permis pour lui donner le volant.
Or, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est ce qu'on n'a pas arrêté, on n'arrête pas de faire. Hein? On prend des gens qui ne sont pas expérimentés ou carrément Mopaya, Moga et Konzabiso, mais la minute, par exemple, vous avez une expérience, vous avez une capacité de Konzamboka comme il faut. Bazo tâtonner, bazo sakana ba vie na bino na oyabana na bino. Bazo sakana biso, bazo sakana avenir na biso, bazo sakana mabele na biso. Muto ya ko stopper batwa nyos ezaka ka biso peuple congolais. Et tous a devoir ya ko stopper en gros parce que sinon biso mutokoli la lobby. Donc bande ko ngai eloko naza ko yebisa no ya suka yango wana. Bon malgré ba passion tous a nango, moi courage to tikali nango to sangana, to mitia na sima ya mutoko ya papa Honoré Ngwanda. Pour yende amema biso to si sa makambo parce que ça domaine na ya sécurité na défense etc. Tout le temps oh ya zaki pembe na Mobutu nu tété à la fin et sika ba mboka ebele po ezaki kaka Rwanda mte côté la biso te ezaki ba américain ba mboka msusu oh ba sangana ki pour que basila na Mobutu parce que bazaki na besoin nini ba koka ko exploiter mboka na biso ndenge balingaki indépendamment du fait que batumiki balingaki sous Mobutu te mais botala ka situation to komi nango bo mengo ba prometaki bino botikali ko zongo te donc ba kosaki bino voilà donc lelo toza na besoin to si sa makambo yo mutna mutaza na expérience ko ba nzamba pesaye mutna mutaza na ba connaissance on nzamba pesaye wana toko ko changer en côté. Beaucoup de gens qui papa Ngwanda qui ne coupe ça mutu ba conseil mais ceux qui mutuana a la capacité même ya ko appréhender biloko eza na domaine wana te akoye ko lango sikoyote hein donc ceux qui ndenge na mutu website no ceux il faut aux nzela moko oyo eza dangereux chauffeur o ko chali boso o ako mema bino il faut eza la chauffeur o ayebi nzela ko leka bino nyonso chauffeur o eza na expérience ko leka bino nyonso ndenge wana nde batu basalaka. Alors, je compte sur vous, peuple congolais, pour rejoindre Bisso na kati ya résistance, malgré ba passi au besoin nango, toza na choité, bo kangamitema, to style sa makambo comme ça, Bisso nyo surtout ko kakovana kimia na mboka wana, mutna mutu, ako kakosala, ako revivre ndenge singeli. Voilà, Monsieur Kalonji, merci pour m'avoir accueilli, et puis ben voilà, bonne route à tous et à bientôt. Voilà, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes Candide Okeke, vice-présidente de l'Aparico, collaboratrice de Monsieur Honoré Mbanda Nzamboko Atumba, président national de l'Aparico. Merci d'avoir été l'invité de ces numéros de votre opinion. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs. Je vous retrouve au prochain numéro. Merci. Au revoir.